hop, je lance mon enregistrement. Donc là, l'enregistrement est lancé. Et si c'est bon pour toi, bah, Oussem, je te laisse te présenter et présenter Odol Consulting pour que tout le monde puisse bien comprendre qui tu es avant de Ça parler de marche. compta et tout ça. Ok, ça marche. Let's go. Bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation et merci Altis. Je sais pas s'il est présent dans l'auditoire Il pour avoir pouvait pas organisé. être présent ce soir malheureusement, mais il écoutera le replay, je pense, parce que ça lui tenait à cœur. Yes, ça marche. Bah écoutez, pour me présenter rapidement, bah, Houssem Youssouf Ali, moi je suis expert comptable et j'ai lancé Odol Consulting il y a 2 ans, juste avant le crash de Terra Luna. Donc, très très bonne idée de se lancer en plein bear market, mais l'avantage c'est que j'ai pu construire le cabinet avec des bonnes fondations. Donc ça, c'était la bonne chose et au lieu de récupérer des clients un peu à gogo qui faisaient des sold out de NFT et qui ne savaient plus gérer les millions qu'ils avaient fait sans projet intéressant derrière, là, j'ai la chance d'avoir une centaine de startups de l'écosystème Web3 français. Je suis focus B2B français et je les accompagne en fait sur toute la partie externalisation, finance de leur société. Donc, il y a tout ce qui touche en fait à la comptabilité pure et dure de la société, tout ce qui est fiscalité, donc les déclarations fiscales courantes, par exemple la TVA, l'impôt sur les sociétés. Ensuite, toute la partie sociale, donc des bulletins de salaire, prendre des dividendes. C'est quoi le meilleur choix à faire entre les bulletins de salaire, les dividendes, prendre un apprenti, quel impact en termes de coûts, ou un stagiaire, par exemple. Et ensuite, bah, tout ce qui touche au juridique, donc levée de fonds, euh, tout ce qui touche à bah, l'augmentation de capital, les approbations de comptes et après sur la partie un peu exceptionnelle, tout ce qui est évaluation de tokens. Par exemple, j'ai un certain nombre de sociétés qui ont lancé leurs propres tokens et bah, les tokens, il faut les évaluer pour, par exemple, les advisors, les founders, parce que potentiellement, ils ne paieront pas le même prix et derrière, il y a un impact en matière d'impôt sur le revenu et aussi bah, sur les charges sociales qui pèsent sur les sociétés. Si je vais un peu trop vite ou que j'utilise des mots techniques ou que je ne connais pas du tout voilà, à quel point les personnes qui nous écoutent sont familiers avec certains termes, n'hésitez pas à m'interrompre et à demander plus de précision sur certaines choses. Parce que bon, moi, je côtoie un peu tout ce vocabulaire assez régulièrement, comme on a tendance à dire aussi sur la partie crypto, des fois quand on sort en dehors de la cryptosphère et qu'on utilise des mots qui n'ont rien à Mm. voir, bah, ils nous disent mais de quoi tu parles. J'ai eu encore hier le cas, j'étais allé à une conf de comptable et à un moment donné, je sors le mot bull run, ils m'ont dit mais c'est quoi. Donc bon, n'hésitez pas, Ouais. voilà, pour eux c'est peut-être tout à fait normal, mais donc là c'est pour la compta, donc vous m'arrêtez si nécessaire. C'est vrai qu'on a des termes, on s'y habitue dans le Web3, mais quand tu parles à des gens qui sont de l'extérieur, c'est totalement lunaire. Et, euh, Exact. et donc, il faut tout expliquer, mais là, tu as été bien compréhensible. Et au cas où, je te couperai, je te demanderai un peu plus de détails. Mais du coup, très très cool, tu taffes avec beaucoup d'entreprises. J'ai même vu des noms qu'on connaît en bas de ton site. Owen Simonin qui était là. J'ai vu Pierre de Ouais. Walcho, donc ouais, des grosses boîtes françaises très connues. T'as aussi un peu d'assaut Web3, du coup, j'imagine. Diggers. D'ailleurs, on n'a pas expliqué, mais ce call, c'est pas un call sponsorisé ou autre, c'est simplement tu es le comptable de Diggers DAO, comme on est une asso. Et donc, on Mm, souhaitait faire ça pour montrer ton travail, montrer et puis répondre aux questions de la commu. mm. Et t'as d'autres assos ou on est vraiment la seule un peu dans ce milieu Non, il y a des Web3? assos. En fait, je peux citer des noms qui m'autorisent à citer les noms. Ok. Bah là, tu vois, typiquement, j'ai pas forcément demandé le nom de The Diggers, mais bah, via Altis, et là, le call qu'on fait, bah, tout le monde l'a compris. Mm. Mais sinon, en fait, bah, dans les noms, bah, en fait, pas en asso, mais tu vois, par exemple, des noms qui sont publics, t'as la blockchain Massa, Ok. le dernier protocole de finance décentralisée qui est très à la mode en ce moment, qui a fait une grosse levée de fonds Usual avec le député Pierre Persan. Ok, d'accord, Euh, je connaissais et même pas. ouais, donc ouais, c'est un gros protocole. Ils vont se lancer là, ils sont en bêta, ils seront live prochainement.
Tu l'écris Et comment? C'est usual money peut-être? Ouais, USUAL, bah, je peux te le mettre Ouais. dans le chat. Oh, ça peut être toujours intéressant. Du coup, ça, c'est des acteurs français. Toi, tu Ouais. bosses qu'avec des acteurs français, du coup? Je suis focus. Bah, en fait, déjà, la compta, la fiscale française, enfin, de manière générale, c'est très compliqué. La France, on a la particularité de rendre complexe des choses simples. Donc, ouais, non, je Ouais. suis focus sur la partie française. Après, j'ai quelques clients, en fait, bah, pour lesquels je tiens des reportings dans d'autres, comment dire, dans d'autres monnaies ou alors dans d'autres gaps. Par exemple, il y a un client qui a lancé c'est un client français, hein. Pour le coup, il a lancé, il devait lancer son token sur un launchpad. Le launchpad avait demandé de faire un reporting en USD Mm. et dans des formats ultra spécifiques. Bah, ça, typiquement, euh, je m'en suis occupé et en fait, juste avant Odol, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, mais j'étais 10 ans salarié Ok. dans deux cabinets de différentes tailles et en fait, j'ai accompagné des boîtes françaises de groupes étrangers. Donc, il y avait, par exemple, pour citer quelques noms, par exemple, Rituals, Basic Fit, Pepe Jeans, Crocs. Je ne sais Ok, pas si ouais. ça parle forcément aux gens. Donc, il y a tout type d'activités, hein, rien à voir avec la crypto. Mm. Donc, ces boîtes-là venaient en France ouvrir leur première boutique, leur première salle de sport. Et je vois Ouais. je vois le même. Et typiquement, bah, je m'occupais de ces boîtes-là et j'ai justement, bah, je ne sais pas si vous regardez un peu les différents PSAN il y a une liste de PSAN sur le site de l'AMF et il y a un certain nombre de PSAN qui sont étrangers. Et de par les deux spécificités que j'ai, Mm. bah, clients étrangers plus la particularité crypto, donc j'ai aussi un certain nombre de clients étrangers, mais qui ont une structure en France. Voilà. Ok, ok, bah hyper intéressant comme casquette. Et c'est vrai que t'as ton expérience web, enfin web 2 plus physique classique, on va dire, te permet d'avoir un peu les deux approches et même peut-être d'avoir des contacts. Je sais pas si c'était déjà Ouais. arrivé, mais d'avoir des contacts, des anciens contacts comme Crocs ou autres qui souhaitent passer dans le web 3 et du coup qui passent par toi parce que tu peux en même temps les conseiller. Et Ouais. si c'est pas arrivé, j'imagine que ça va arriver pendant ce cycle ou les prochains parce que les En- grandes marques en- s'intéressent de plus en plus à tout ça. Exactement, ouais. En tout cas, pour l'instant, les anciennes marques, enfin les marques que j'ai gérées par le passé, ils sont pas, j'ai pas connaissance qu'ils ont lancé une initiative sur la partie Web3, Mm. mais je suis comme toi optimiste sur le sujet. Je pense qu'il y aura un sujet sur le prochain cycle qui va arriver, quoi. Ouais, ça viendra, c'est sûr et certain. T'as une personne qui te demande ton LinkedIn en commentaire si tu peux lui partager et puis je l'afficherai à l'écran. Du coup, je stream mon écran en même temps. Moi, vous pouvez voir ton site internet, tout ça. T'as un Twitter aussi, je crois. Je vais afficher ça pour que tout le monde puisse le voir. Voilà, il est là, ton Twitter, d'ailleurs. Hop, et donc là, tu nous as expliqué globalement ton parcours. Tu nous as raconté ce que fait Odal Consulting aujourd'hui. Et si on rentre un peu dans le vif du sujet, on s'est noté 4-5 grandes questions, on va dire fondamentales pour quelqu'un qui veut bosser dans le Web3 aujourd'hui. La première question, c'est, imaginons, bah, moi aujourd'hui je suis en freelance. Donc je suis en freelance et comment je fais en tant que freelance si je souhaite être payé en crypto par une entreprise. Imaginons je travaille pour un projet DeFi, une DAO ou autre, et Ouais. elle veut me payer en crypto. Comment je fais? Est-ce que je peux éditer une facture et puis légal, pour être dans les clous, hein, légalement pour déclarer tout ça? Ouais. En fait, c'est une question que j'ai eu à traiter par le passé, et même tous les jours, hein. En fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a une confusion dans la tête de tout le monde, hein, et même des comptables, des confrères ou consoeurs qui m'appellent, qui me disent bah, comment on gère les paiements bah, des cryptos ou des machins. Mais en fait, tu gères de la même façon, pour parler plus simplement, tu gères de la même façon que tu gères comme si tu faisais une facture en fiat. OK. Ok. Là, si on prend un peu le cas de freelance, en fait, le freelance, ça veut tout dire et rien dire. Parce que le freelance, il peut être en société. Mm. Donc, tu as ce qu'on appelle dans le jargon professionnel une personne morale avec un numéro de SIRET.
Et donc, derrière, la personne morale peut avoir un statut de SAS ou SARL. Par exemple, le statut SAS est très connu dans le monde du Web3 parce que tu as souvent plusieurs associés sur un projet et donc, les statuts sont facilement maniables et tu peux mettre plein de choses dessus. Et là-dessus, tu as une vraie compta à gérer. Tu peux être également freelance, mais en auto-entrepreneur. La particularité, c'est que là, il n'y a pas de société, même si tu as un numéro de sirène, donc une identification unique fiscale, mais tu as une confusion de patrimoine. C'est-à-dire que Mm. ce que tu touches en perso versus pro, c'est la même chose. C'est juste que tu as sur ce que tu touches en tant qu'auto-entrepreneur, bah, en fonction de ton activité, tu payes entre 20 et 25 on va dire, pour faire plus simple, de taxes fiscales et sociales. OK. Ouais, Cependant, vous êtes limité à, aujourd'hui, on est à 77 700 euros en auto-entrepreneur en termes de chiffre d'affaires. Et bah, si tu dépasses pas ce montant-là, tant mieux pour toi. L'avantage, c'est que bah, typiquement, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un expert comptable pour gérer parce que tu peux le faire toi-même. Tout est assez intuitif déjà pour la création d'un statut auto-entrepreneur, de gérer sa facturation et derrière faire les déclarations sur le site de l'URSSAF, par exemple. mm, Par contre, l'inconvénient, c'est que typiquement, si tu acceptes des paiements en crypto, cette crypto rentre dans ton patrimoine personnel. Et donc, il y a une confusion avec tout ce que tu fais à titre perso sur la partie crypto et ta partie pro. Donc, il n'y aura pas une distinction. Et donc, au moment où, par exemple, tu fais du cash out à titre pro ou alors tu payes un service, je ne sais pas, tu payes ta baguette ou ton comptable, ou je ne sais pas, peu importe avec ta crypto, bah, tu es censé calculer avec cette formule assez complexe ta plus-value et tu es censé savoir le montant de ton portefeuille en matière crypto. OK. d'accord. Donc le problème, c'est que ça devient vite chiant parce que du coup, tu as fait t'as reçu de la crypto pro, mais qui se mélange avec ta crypto perso. Ce qui Ok. n'est pas du tout le cas si tu as une société. Ça se gère complètement différemment. Bah, c'est hyper intéressant. Je pensais pas parler vraiment de mon cas à moi, du coup. Mais par exemple, moi, je bosse pour un projet DeFi et je suis payé mensuellement en crypto en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, j'ai un seul compte pour ma vie perso et pour ma vie pro. Ouais, Et tous les mois, je suis payé en crypto que du coup, je convertis en fiat. Et ouais, je m'étais pas posé la question, je suis un peu laxiste hein, sur tout le côté fiscal, comme beaucoup dans la crypto. Je m'étais dit, bien sûr. je déclarerai, mais comme je TP enfin, je reçois des cryptos que je convertis tout de suite en fiat. J'ai pas de plus-value là-dessus, mais je vais devoir quand même payer de l'impôt parce que ça rentre dans mon panier Ouais, global. exactement. Tu as, Ok. deux taxes à payer. La première, c'est que bah, si jamais tu as un contrat avec ce protocole DeFi, bon, si c'est complètement on-chain et que c'est ni vu ni connu, il n'y a pas de formalisation de contrat, ils te versent après, je ne sais pas comment ils gèrent de leur côté le décaissement, Mm. bah, il n'y a pas de sujet en fait. En revanche, bah, si toi tu émets en tant qu'auto-entrepreneur une facture et que Ouais. cette facture vient justifier le paiement de la crypto, bah, c'est pas parce que tu es payé en crypto que tu fais pas de déclaration. Comme tu fais ta facture sur la partie fiat et que tu reçois des sous en fiat, tu fais de la même manière cette déclaration en crypto. Donc ça, c'est la première imposition, mais de manière classique, là, il n'y a pas de, c'est pas la partie crypto qui est taxée, Mm. c'est la partie, ta facturation, c'est ton chiffre d'affaires qui est taxé. OK. Ouais. Et vous m'arrêtez hein, si je vais trop vite. Et là, par contre, il y a une deuxième taxation, c'est que, je sais pas, je te dis une connerie, ils t'ont payé allez, on va prendre je sais pas, on peut dire, En Ether ou n'importe quoi, allez, un par exemple, montant. ouais, Ouais. en Ether, au moment où ils te payent, bah, l'Ether vaut 3200 Mm. et tu swaps une semaine après. Et Gary Gensler est passé par là et qui dit que bah, ETH n'est plus un securities et donc va être traité de la même manière que Bitcoin. Et donc, bah, tu as tout de suite une augmentation, sauf qu'au moment où tu swaps, bah, potentiellement l'Ether vaut 4000 et donc tu vas payer une plus-value sur ce gain que tu as fait au moment où tu as swappé. Donc, tu es censé Ok. connaître ta valeur de ton portefeuille. Tu vois, donc le calcul est très complexe quand tu le fais à titre perso.
Mm. Mais avec, bien évidemment des avantages aussi en face, hein, comme je te disais, pas de compta à gérer, c'est la gestion administrative est très simplifiée. En termes de taxation, bah, voilà, vous êtes en Toi, général à une vingtaine tu de pourcents. recommandes aujourd'hui à des entreprises qui travaillent avec des boîtes Web3, tu leur recommandes de se faire payer en stablecoin, en crypto, ou tu leur dis de préférence prenez des fiat? Alors, quand on vient me poser la question de, est-ce que je peux accepter les stablecoins, ou une crypto volatile? Bah, je te répondrai: «Bah, oui, si tu veux». Dans quelle mesure? Si tu es familier avec ce monde, si tu es déjà investi à titre perso, why not? Ça peut être, une différenciation. En revanche, moi, je ne conseille pas en fait, du coup, c'est une autre casquette, c'est, la casquette du, conseiller en investissement financier, par exemple, Mm. qui, tu vois, par exemple, si tu étais mon client, et que tu me disais: «Houssane, est-ce que, enfin, si je venais te voir moi-même, et te dire sans que tu me demandes, ce serait bien que tu acceptes, de la crypto pour, tes» en fait, du coup, je change de casquette. Parce que Ouais, demain, en fait, oui. déjà, nous, alors l'expert comptable, c'est une profession qui est réglementée. C'est une profession qui est très chiante. Déjà, la compta, c'est chiant, mais la profession, enfin, l'ordre des experts comptables, c'est très compliqué. C'est un diplôme qui est lent et donc on doit faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Tu vois, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as demandé, mais il y a encore quelques années, on n'avait pas le droit de communiquer sur les réseaux sociaux. On n'avait pas le droit de faire de la pub. Maintenant, on peut parler de nous, ce qui n'était, voilà, tu vois, donc, et ça date d'il y a quelques années. C'est pas, donc la profession est très réglementée et donc c'est une casquette qui est différente. Parce que demain, je te dis, accepte, ce serait cool que tu acceptes l'Ether, ou alors dans l'autre sens, c'est quand tu n'acceptes pas de l'Ether. Demain, si l'Ether se casse la figure, bah, tu peux te retourner contre moi et me dire, Hussein, c'est à cause de toi. D'accord, Et ok. donc, tu peux engager ma responsabilité d'expert comptable sur ton dossier, en fait. Donc, on ne se positionne pas en te disant, tiens, ce serait bien, mais par contre, si tu me poses la question, Hussein, est-ce que je peux accepter? Bah, un confrère ou une consoeur lambda te dira non, c'est surtout pas, la crypto, c'est pas bien, machin, etc. Tous Mm. les discours qu'on entend un peu partout. Mais bon, si tu me poses la question à moi, bah, forcément, je te répondrai oui parce que bah, c'est ce que je fais au quotidien et c'est un peu. C'est un peu mes clients, en fait, tout simplement. Voilà. Ok, 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 bah hyper intéressant. J'ai une autre toute petite question à parté qui me vient comme ça. Est-ce que toi tu ressens les marchés, les bulls et bear market dans tes clients? Et en ce moment, est-ce que tu as une forte activité ou pas de tes clients? Alors, ce que je peux te dire, c'est que bah, j'ai enfin, la Je sais pas position ce que que tu peux j'ai. dire au total, hein, bien sûr. Oui, non, bah, Donc, de toute façon, je peux pas, enfin, de toute façon, je vais te faire une réponse comme un politicien. on est habitué en En ce fait, moment. non, mais en fait, ce que je peux dire, c'est que bah, la position que j'ai, en fait, un peu comme un bras droit des dirigeants, en gros, les clients, ils se confient, on sait tout ce qui se passe, on voit les finances, on voit les levées de fonds, on voit les trucs sortir, on sait ce qui va être annoncé dans une semaine, dans 15 jours, donc on Mm, sait ce qui se passe. Et donc ça, c'est très bien. Et tu vois que depuis que les voyants sont verts, depuis l'ETF Bitcoin, par exemple, moi, mm, je vois que c'est un peu euphorique côté levée de fonds, côté bah, activation de certaines choses qui étaient un peu mises en sommeil depuis X mois parce que bah, les projets attendaient de prendre un souffle, de prendre le départ. Et donc, bah, là, ça s'accélère en fait de ce côté-là. Donc ça, c'est la bonne chose. Par contre, du mauvais côté d'un point de vue comptable, mm. c'est ultra galère de mon côté parce que bah, la compta est complètement mise de côté. Moi, j'ai des projets qui me disent, Oussane, bah, euh, c'est très cool, mais on en parle dans quelques semaines, dans quelques mois, ne nous saoule pas maintenant. On ne veut pas rater notre départ de Bull Run. Ce que je comprends aussi d'un point de vue business, tu vois, parce Ouais. qu'ils ont bossé, bah, toutes ces boîtes-là, ils ont bossé pendant 2 ans comme des chiens en bear, en survivant avec les sous, avec leurs propres sous, ou des fois quand ils ont réussi à lever des sous, donc avec les levées de fonds. Et donc là, c'est un peu le moment où voilà, ils vont essayer de mettre sur le marché sur quoi ils ont bossé depuis 2 ans. En fait, voilà.
Ok, ok. Bah non, c'était une très bonne réponse. Pas spécialement politique, t'es bien rentré dans les détails, donc très cool et ça se comprend. Ouais, tu dois t'adapter au marché. C'est toujours bien le bull run, Ouais, mais c'est vrai que les clients, ils sont plus, peut-être moins pros pendant cette phase d'euphorie. Ils veulent vendre directement et ça se exact. comprend aussi, hein. C'est leur opportunité à eux. Ils sont tellement dépendants à ça, tellement dépendants de Ouais. ça, pardon. Euh, Après, je rajoute juste là-dessus aussi, ouais. c'est que en fait, c'est très bien le bull. Bon, là, on est, enfin, je sais même pas si on peut dire qu'on a commencé quelque chose ou etc. Mais en revanche, c'est très bien aussi de préparer la suite parce qu'on est dans un cycle. Et qui dit cycle haussier et cycle baissier. Donc, quand tout va bien, c'est pas à ce moment-là que, bah, tu vois, j'ai la chance d'aller de participer à un certain nombre d'events Web3, que ce soit en France, à l'étranger. Par exemple, le dernier que j'ai fait, c'était à NFC Lisbonne. Mm. Je voyais que certains ont enfin, c'était pas mes clients, hein, mais peu importe, certains ont claqué beaucoup d'argent. Parce que ils ont fait des multiples sympas avec les premiers voyants verts. Mais enfin, donc ça, c'est côté perso, mais côté pro, la trésor, elle se prépare, elle se construit et elle se construit d'une manière à comment on va gérer aussi le bear. En fait, c'est ça aussi mon rôle de financier, d'expliquer ça aux dirigeants. OK, là, tout est cool, c'est bien qu'on se voit sur un yacht ou je ne sais pas quoi, où on fait les Mhm. meilleures soirées, où on rase tout le monde. Mais potentiellement, dans un an ou dans 2 ans, si on se casse la figure, comment on fait en fait pour... Est-ce que vous avez assez de fonds? Donc on fait tu vois, on fait des scénarios, on fait des prévisionnels de trésorerie. Donc là, je change un peu de casquette d'expert comptable et je me mets dans la casquette de responsable administratif financier ou alors directeur administratif et financier. Tu vois, donc tout dépend sur quelle mission on se positionne et comment le client il est aussi à l'écoute de ce genre de sujet. Il y a des clients, enfin, la majorité des clients écoutent ce que dit l'expert comptable. Après, une minorité, comme pour tout, ils disent écoute, on verra, hein. Ouais, ouais, bah ça se ressent dans le Web3, hein. Il y en a vraiment qui vont full impro, si on peut dire. Et t'as quand même une Ouais, autre partie qui est un peu plus pro, qui est réaliste et qui mesure un peu ça en avance. Et on voit pendant le bear market ceux qui ont mesuré, qui ont géré leur trésorerie et ceux qui rug tranquillement, qui partent comme ça. Et puis malheureusement, c'est un échec. ouais, Ça arrive très souvent. Et du coup, pour revenir sur mes questions, tu avais un peu répondu, mais donc je m'étais noté une autre question, c'est si je suis une société physique, je peux garder de la crypto en trésorerie, je peux donc espérer qu'elle se valorise. Imaginons, je peux détenir du Bitcoin, comme le font plein ouais, d'entreprises aujourd'hui, enfin surtout aux ouais. US, mais en France, je peux le faire. Et si je génère de la plus-value en tant qu'entreprise, comment ça se passe? À quel régime d'imposition je suis assujetti en tant qu'entreprise? Parce qu'on connaît très bien la flat tax pour les particuliers à force d'en entendre parler. Mais une entreprise, Ouais. si elle fait de la plus-value sur ses cryptos, qu'est-ce qu'elle doit payer comme impôt? Ouais. Je reviens juste sur l'aspect particulier par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. Là, depuis 2024, depuis le 1er janvier 2024, Mm. si je dis pas de bêtises, ou alors c'était le 1er janvier 2023, applicable du coup aux derniers impôts qu'on a déclarés là il y a quelques jours. En fait, tu as la possibilité sur les particuliers, soit la flat tax, soit l'impôt sur le tranche moyen, en fait, la tranche moyenne, l'impôt progressif que tu peux utiliser. Ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Tu n'avais que la flat tax. Donc, D'accord, je alors, savais il faut pas. juste à confirmer si c'était le 1er janvier 2024 ou 1er janvier 2023, mais tu as la possibilité justement de choisir sur la solution qui est la plus favorable dans ton cas. Donc, soit tu appliques les 30%, soit si, en gros, le calcul est très simple. Si tu as une tranche moyenne d'imposition en dessous de 12,8%, donc tu as intérêt à choisir parce que les 30%, ils se séparent en deux cas. Tu Mm. as 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Okay, donc, et les 17,2, dans tous les cas, tu vas les payer. Mais, et donc, si ta tranche marginale d'imposition en tant que particulier, parce que tu as une famille ou je ne sais pas, ou alors tes autres revenus ils sont bas ou peu importe, et que ta tranche d'impôt sur le revenu est en dessous de 12,8, tu as intérêt à choisir l'impôt sur le revenu plutôt que la flat tax. Par contre, si tu gagnes très bien ta vie et que tu es dans les tranches au-dessus de 12,8, tu as intérêt à choisir du coup la flat tax. Bon, je ferme la parenthèse sur la Mais partie c'était hyper particulier. intéressant parce que même moi qui suis là au quotidien,
Ouais. Je jurais que par la flat tax et je pensais qu'il y avait que ça. Et au final, quand on Mais connaît, quand on est accompagné, on peut déjà mieux se démerder de ce côté-là. exactement, et c'est quelque chose qui est tout récent, hein, en fait. Donc, c'est tout nouveau, en fait. Ça date d'il y a quelques mois. Donc, c'est pour ça aussi que bah, il y a encore un certain nombre de personnes qui n'est pas au courant, même si euh, un certain nombre de la population, que ce soit sur les fiscalistes, les outils, on en parle assez régulièrement, tu vois. Donc, c'est un sujet, mais voilà, qui est assez récent et potentiellement certains ne sont pas au courant donc, de cette possibilité depuis quelques mois. Voilà. Ok, 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 Et, bah hyper cool, ouais. et ensuite, sur la partie entreprise, bah, écoute, la fiscalité qui s'applique aux entreprises, elle est très simple. Alors je te fais un gros schéma. Si tu détiens ta société à hauteur de 75% par des personnes physiques, tu vois, tu n'as pas une autre société qui détient ta société. En Ok, gros, par exemple, tu as jusqu'à 42 500 euros de bénéfices. Donc, je vais t'expliquer ensuite la notion de bénéfice. Jusqu'à 42 500 euros de bénéfices, tu payes un impôt sur les sociétés de 15%. Et d'accord. au-delà de 42 500, tu passes à 25%. Ok. Donc maintenant, le bénéfice, c'est quoi? C'est l'ensemble de ton chiffre d'affaires, tes plus-values crypto, qui sont inclus aussi dedans, moins l'ensemble de tes charges. Donc, ton loyer, ton comptable, tes frais bancaires, ton avocat, tes abonnements à ChatGPT ou à des outils comme Messari ou Bankless, ça, j'en sais rien, tu vois. Et donc, à la fin, ça te donne bah, un résultat. Et c'est ce résultat, pardon, en fait, j'ai dit bénéfice, mais c'est plutôt résultat. Mm. Et c'est ce résultat qui est taxé à 15% jusqu'à 42 500, et au-delà de 42 500, bah 25%. Et donc, pour répondre à ta question sur la plus-value, si c'est une plus-value qui est réalisée, parce que tu as deux notions aussi en matière de plus-value, tu Mm. as une plus-value, ce qu'on appelle de la plus-value latente et de la plus-value réelle. Tu as acheté un Ether à 3000 et que tu le vends à 4000, tu as une plus-value réelle de 1000 euros. Okay, donc ça va être inclus dans le chiffre d'affaires que tu inclus typiquement par rapport à, par exemple, si on prend ton cas, tu es en société. Supposons que tu es en société, Ouais. tu as acheté ton Ether à 3000 et tu l'as vendu à 4000, donc tu as ta plus-value réelle de 1000 euros. Ensuite, tu as tous tes revenus que tu reçois du protocole DeFi sur lequel, avec qui tu bosses, etc. Donc, ça te donne l'ensemble de tes revenus. Tu additionnes ta plus-value plus ton chiffre d'affaires que tu fais avec tes clients. À côté, bah, tu soustrais l'ensemble de tes charges, ce que je te disais, frais Mm. bancaires, avocats, compagnie. Ça te donne un résultat taxable et c'est ce résultat-là qui est soumis bah, à l'impôt sur les sociétés. D'accord. Et ensuite, donc ça, c'est sur la plus-value réelle. Je ne sais pas si vous voulez que j'enchaîne ou si tu avais déjà une première question là-dessus. Non, non, Parce qu'il y a ensuite la notion de plus-value latente, en fait. Voilà. c'est très intéressant. Bah, vas-y, explique la plus-value latente et je te poserai peut-être des Et, questions derrière. et donc ensuite, sur la plus-value latente, c'est tu as acheté un Ether à 3000, on reprend le même Mm. exemple, Ouais. et au 31 décembre, tu ne l'as pas vendu, mais il vaut 4000. Mm. Supposons que ta compta, en fait, ta compta se clôture en fait à une date de début d'ouverture, à une date de fin, enfin à une date de clôture. Et en général, c'est 12 mois, sauf la première année où tu peux faire plus de 12 mois ou moins de 12 mois. Okay, et la majorité des sociétés aujourd'hui clôturent leur exercice, qu'on appelle leur exercice comptable ou fiscal, au 31 décembre. Mm. Et donc, supposons qu'au 31 décembre, tu n'as pas vendu ton Ether et qu'il vaut 4000 euros, tu as une plus-value latente. Cette plus-value latente n'est pas fiscalisée. Ton comptable va passer une écriture pour refléter dans le bilan la Mm. valeur de ton Ether, mais ça n'aura pas d'impact sur le résultat et donc tu ne seras pas fiscalisé, tu ne vas pas payer de l'impôt sur les sociétés sur cette plus-value latente. Voilà. Ok, en gros, j'imagine que c'est compté comme un stock qui se valorise dans le temps, quelque chose comme ça, et Bah, simplement tu l'amortis derrière, mais c'est... Et... alors, le vocabulaire a son importance. Ouais. Tu vois, tu as utilisé le mot stock et le mot amortissement. Mm. Euh, En fait, pour un même Bitcoin ou pour un même Ether,
t'as trois comptabilisations possibles. Tu peux comptabiliser ton Bitcoin dans un compte d'immobilisation. OK? Ouais. Si tu achètes un Bitcoin, par exemple en 2024 et tu sais pertinemment que tu ne vas pas le vendre avant 2025-2026, donc c'est considéré comme un placement long terme. OK? Et donc, ça se comptabilise en immobilisation, dans un compte d'immobilisation. Ensuite, tu as des traders de Bitcoin, des mecs qui achètent, qui vendent plusieurs fois dans l'année. Mmh. Eux, justement, c'est avec eux qu'on utilise cette notion de stock. Et donc, ces bitcoins qui sont acquis, vendus au fur et à mesure de l'année et au 31 décembre, les montants qui sont pas, la quantité qui n'est pas cédée, bah, va aller au stock. Mmh. Et ensuite, tu as une troisième catégorie qui va en cash dans un sous-compte d'instruments de trésorerie, pour être plus précis. OK. Eux, ça concerne en fait bah, typiquement le bitcoin que tu as reçu en paiement de ta facture, ou alors c'est du bitcoin que tu as acquis, que tu vas céder pardon, en moins d'une année, ou encore que tu vas utiliser pour payer tes fournisseurs. Donc c'est du bitcoin courant, mais qui OK. n'est pas là pour être tradé. Donc tu vois, rien que pour une compta, va dire ça à un comptable lambda, il va dire mais pourquoi je me casserai la tête Mmh. à prendre des clients en crypto parce que c'est tellement complexe. Tu Mmh. vois, des fois, tu peux te dire, bah, bon, si c'est un Ether, bah, ça ira au même endroit. Bah non, en fait, ça dépend de ton positionnement, de ce que tu vas faire avec l'Ether et quelle est ton activité principale. Tu vois, si tu es trader, ça ne se traite pas de la même manière de si tu n'es pas trader. Bah, c'est Et ça, c'est et, voilà. non, j'allais dire c'est hyper intéressant. Et du coup, il y a une question dans le chat que j'allais te poser, c'est pour un particulier en France. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de je veux pas sortir mes cryptos en France parce que je paye une flat tax importante. Mais pour un particulier en France, du coup, il y a un intérêt à monter une société, même simplement pour détenir sa crypto et puis la faire sortir avec sa société. On paye théoriquement Ah, moins d'impôts via ce que tu viens de m'expliquer. alors, en fait, tu passes quand même, à un moment donné, tu vas quand même sortir des sous de ta société envers toi. Ouais, Et si ces sous-là, tu les sors, bah, ça dépend comment tu les sors. Si tu les sors en salaire, tu as quand même des charges sociales à payer, tu as un impôt sur le revenu à payer. Et ouais, si tu les sors en dividende, tu as quand même la flat tax à payer, pour faire plus simple. ok. Cependant, euh, tu vois, la grosse différence, et en fait, c'est une question c'est une remarque très intéressante que tu as fait, c'est une vraie notion de gestion de patrimoine à avoir. Mm, Est-ce que tous les sous que tu génères en crypto, que ce soit swap ou pas swappé, cash ou pas, enfin fiat ou pas, est-ce que tu as besoin de tous ces sous-là? mm. Si tu es en particulier, bah, que tu as swappé, par exemple, en fiat, même si tu n'avais pas besoin de ces sous, tu es taxé d'office. Alors qu'au niveau de la société, tous les sous que tu ne sors pas, bah, ils restent dans la société. Ils ne sont pas fiscalisés tant que tu ne les sors pas. Donc demain, tu peux aller acheter de l'immobilier, je ne sais pas, en créant une société civile immobilière, une SCI. Et tu vois, tu peux faire des leviers, des boucles avec des optimisations de plusieurs sociétés Mm. tout en optimisant ta trésorerie sur la partie crypto, par exemple. Ouais, clairement, ça, enfin, ça me semble hyper. Enfin, j'ai l'impression il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Si tu te sors Ouais, un salaire, enfin, un salaire pour vivre, si tu optimises tout ça, tu achètes des choses avec tes frais de société, tu investis comme tu dis, et au final, exactement. tu peux utiliser ta crypto en réduisant au maximum l'impôt. Bon, ça Ouais. demande un savoir ou en tout cas un bon accompagnement comme ce que tu offres à tes clients. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a un portefeuille, on va dire conséquent comme crypto qui peut en vivre, bah, ça vaut le coup d'être accompagné et de profiter de toute cette connaissance. Bah, je ne vais pas prêcher à ma paroisse, mais honnêtement, en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, en fait, de manière générale, ouais, pour moi, la partie gestion patrimoine est très, très importante dans le sens où, justement, si tu n'as pas besoin de tous ces sous pour les sortir et de les détenir, que ce soit en crypto, en fiat, tu as Mm. intérêt en tout cas d'un point de vue professionnel, hein, là je parle avec ma casquette d'expert comptable, moi je conseille de le faire au niveau de la société parce que tu as tellement de leviers à les utiliser Ouais. que ça vaut le coup. Par contre, un gros point d'attention qui peut peut-être vous échapper et qui change aussi la donne,
c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en tout cas dans l'état actuel, hein, avec Mika et peut-être le sort des stablecoins qui vont potentiellement être traités d'une façon différente, je ne sais pas laquelle. Aujourd'hui, un stablecoin, un Bitcoin, un Ether ou un PP ou je ne sais pas, peu importe le shitcoin, Mm. euh, ça se traite de la même manière d'un point de vue juridique et donc d'un point de vue comptable. Aujourd'hui, quand à titre particulier, tu swaps de l'Ether en stablecoin, c'est pas un fait générateur d'impôt. Tu vas pas payer de l'impôt dessus. Okay, Ouais, en revanche, si tu fais la même opération en tant que société, je vais te prendre un cas pratique. Aujourd'hui, toujours avec le même exemple, tu as acheté un Ether à 3000 et au 31 décembre, enfin avant le 31 décembre, tu as swappé parce que l'Ether est passé à 5000 et tu veux sécuriser le truc parce que tu sens qu'il y a une euphorie et que ça va dump plus tard. Tu le vends à 5000, mais tu le swaps en stablecoin. En tant que particulier, tu n'as pas de fait mm. générateur d'impôt, tes 2000 € que tu as pris, c'est sans impact sur ta fiscalité perso. Au niveau de la société, les 2000 €, c'est comptabilisé en revenu et donc tu vas être fiscalisé dessus. Ok. Je ne sais pas Ouais, ouais. si tu comprends En ouais. gros, enfin, oui, c'est comptabilisé. Du coup, Et t'as tes en impôts fait, c'est dessus, ouais. comptabilisé. Ouais, en plus simple, chaque transaction crypto est comptabilisée. Peu importe la nature de la crypto en face, que ce soit une stablecoin ou pas. Et donc, c'est une des main différences perso versus pro. Et des fois, tu as certains euh, entrepreneurs ou des freelances qui disent en fait, ouais, non, moi, ça me saoule. Mm. Je sécurise en mettant un stablecoin, mais en fait, en société, je sécurise rien du tout parce que je vais quand même être imposé. Ouais. Bah, en gros, moi, comment je vois la société, enfin, comme tu m'en parles, et puis je Ouais, vulgarise au maximum, hein. Ça va peut-être être une aberration pour toi, mais je la vois comme une ledger un peu à sa manière, où je monte une société, j'ai mes cryptos dessus, j'ai mes cryptos hold de long terme, mon Bitcoin, mon Ether, ouais, et voilà. Et quand je veux en prendre des profits, bah, ça me permet de réduire mes impôts, mais c'est pas, je mets pas mes actifs de tous les jours sur la trésor de ma société parce que ça aurait pas de sens. Mais pour quelqu'un qui a un gros patrimoine, qui veut hold de long terme et qui a des targets définis, enfin, je trouve que ça fait sens en tout cas. exactement. Ouais. Et après, une fois que. En fait, là, je vais même plus loin, enfin, je complète ce que tu dis, c'est qu'avec ces targets-là, tout dépend ce que tu as prévu aussi après. Parce que tu vois, moi, je vois, comme je te disais, j'ai la chance pardon, d'être entouré de tout type d'entrepreneurs avec des parcours et des projets différents. En fait, ils ont des targets sur plusieurs années, mais même avec ces targets, s'ils arrivent à les tenir, c'est qu'ils ont aussi des plans. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont swappé ou qu'ils ont swappé en stablecoin ou en fiat, derrière, ils vont aller chercher des leviers d'optimisation Mm. pour aller, tu vois, par exemple, acheter un bien immobilier, acheter une bagnole, tu vois, tout ça toujours au nom de la boîte, sans que ça sorte de la société. Parce que au moment où ça sort, là, tu passes, t'as pas d'autre choix que de passer par la case taxe quand même, à titre perso du coup. Mais tant que l'argent ne sort pas, donc c'est un vrai levier à aller chercher si tu as des ambitions de diversification et d'autres choses à aller regarder en matière professionnelle. Mm. Non, bah, hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. J'étais pas au courant de tout ça et c'est très enrichissant tout ce que tu apprends. Il y a des personnes qui demandent dans le chat, est-ce que tu as une fourchette de prix pour un accompagnement, pour du conseil? Est-ce que tu peux donner ça ou ça dépend vraiment de la personne? Je sais pas comment ça se passe de ton côté. Alors, en fait, j'ai un calendrier, je pourrais partager. Là, pour l'instant, je l'ai mis pour cet été, je l'ai mis en stand-by. En fait, j'ai enfin, j'ai un calendrier avec plusieurs créneaux. Tu as un créneau sur l'aspect conseil Ok, et le seul créneau aujourd'hui pour l'été qui est ouvert, c'est sur l'accompagnement comptable. Donc, en gros, c'est des projets enfin, c'est des entrepreneurs qui ont une société déjà créée ou en cours de création et qui veulent être accompagnés par un expert comptable. Je l'ai tout simplement fermé ce créneau entre les vacances plus les projets, les side projects sur lesquels je bosse. Donc, c'est pour pouvoir me concentrer. Et sinon, je pourrais, la personne qui est intéressée, elle me contacte, elle peut m'ajouter sur soit Discord ou alors il peut me contacter par LinkedIn s'il est sur LinkedIn ou alors Twitter. Et il me dit qu'il était présent à ce call
on échange et j'essaierai de débloquer un créneau pour essayer d'échanger et de voir avec la personne en question sur ces questions-là. Et si jamais je suis pas le bon interlocuteur, parce que souvent, en fait, il y a pas mal de conseils. Mm. Et quand tu poses deux, trois questions, en fait, tu t'aperçois qu'ils cherchent plus du conseil sur la partie pure et dure fiscale, particulier qui n'est pas du tout ma spécialité. Je pourrais te répondre dans les grosses lignes, dans les grandes lignes. Mais tu vois, si tu veux, je sais pas, par exemple, des cas pratiques que j'ai eu, j'avais des gars enfin, qui sont venus me voir et qui me disaient, bah, Houssem, on a envie de bouger ailleurs, je sais pas, en Thaïlande ou à Dubaï, comment tu peux gérer l'exit fiscal? Mm. C'est pas du tout, je sais pas du tout gérer ce type de questions parce que c'est le job d'un fiscaliste, d'un avocat fiscaliste. Par contre, voilà, tu me poses des questions simples sur la partie freelance, la partie mettre en place des wallets, gérer bah, justement la partie paiement crypto, ou alors bah, tout simplement des questions relatives à la crypto comptable. Bah, là, je suis le bon interlocuteur. Donc, autant que la personne vienne me voir en privé, et après, je lui répondrai avec plaisir. Ok, 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 bah hyper intéressant. J'ai encore deux petites questions. Je vois qu'il est déjà 22 h, mais j'ai encore deux questions. Et à la toute fin, on repartagera tes réseaux, tes liens pour que les gens gardent un contact avec toi. Je m'étais noté une question. C'est pour une société aujourd'hui, donc une entreprise physique. Euh, Comment elle fait pour accepter des paiements crypto? Je parle d'une entreprise physique, donc les factures, on en a parlé un peu Ouais. en amont, pardon. Mais une entreprise physique, comment elle peut accepter la crypto aujourd'hui? Est-ce que tu accompagnes aussi de ce côté-là une entreprise qui souhaite accepter les paiements crypto en physique? Exactement. Ouais. Alors, bah, en fait, c'est typiquement ce genre de questions que j'ai en consulting, parce que là, pour le coup, en fait, bah, s'ils sont clients chez moi, bah, il n'y a pas de sujet parce que ça fait partie du conseil courant. Mais des boîtes qui sont ailleurs chez un autre expert comptable ou peu importe la raison, viennent me voir pour ce type de questions en consulting. Donc ça, c'est une première réponse. Et sur comment accepter bah, les paiements, tu as deux façons, en fait. En fait, tu as plusieurs façons. Bah, le plus simple, c'est de passer par si tu es en société, c'est de passer par ouvrir un compte bancaire, en fait, crypto, du coup, chez Impson. Ok. Euh, j'ai pas envie de faire de la pub pour l'un ou l'autre ou froisser Bah, tu peux qui que faire ce soit. la Mais règle voilà, des trois, tu t'en donnes trois et puis nous on se débrouille. ouais, bah, typiquement, bah, tu as CoinHouse, tu as Fipto, tu as Paymium, tu vois, tu as un Ok, certain nombre d'acteurs qui ont des comptes pro. ok. Donc ça, c'est pour l'EPSAN, ça, c'est la première chose. Ensuite, tiens, il y a je l'ai désactivé en fait, mais si tu veux, je t'enverrai ma galerie NFT pour celui qui a mis la Ah, mais question. c'est ta galerie NFT à toi? Ou... Ouais, en fait, j'avais pas mal. J'investissais. En fait, moi, je fais pas du tout de l'investissement sur les NFT, mais c'est surtout sur la partie artistique. Et à un moment donné, j'ai commencé à collecter un certain nombre de choses sur Object, sur Ok, Tezos, et donc j'avais mis tout ça en public, mais après, j'ai enlevé par la suite. ok, ok, Euh, ok. et du coup, ouais, donc première possibilité la plus légale, j'ai envie de dire la plus halal, cachère, peu importe, c'est l'EPSAN. C'est ce que te dirait un bon expert comptable. Ensuite, ta deuxième possibilité, c'est de passer par des acteurs qui ne sont pas régulés en France, mais qui sont quand même costauds et historiques. Tu vois, tu as Coinbase qui est quand même introduite à la bourse aux US, tu as Kraken qui est là, qui est un OG des SEX. Hmm. Moi, typiquement, par exemple, c'est pas pour leur faire de la pub, mais pour mon cabinet, j'ai un compte Kraken. Ok. Euh, C'est pas le meilleur compte aujourd'hui. Je sais pas si t'es allé sur Twitter, mais il y a eu des petites histoires de hack, quelques centaines de millions qui sont partis un peu, on sait pas trop où. Mais normalement, euh, pas l'argent des clients, leur réserve personnelle. Bon, ouais, c'est une aparté, ok, mais je pense que tu vas être vite au ouais, courant en tant que comptable sur Kraken. ok. Bah écoute, c'est récent C'est tombé cette aujourd'hui, j'ai vu. Bon, je saurais pas t'expliquer en détail, ah, mais j'ai vu qu'il y a eu une sorte de hack de plusieurs millions du côté de Kraken. Et je crois ok, qu'il s'avère que c'est Certic, donc Certic qui fait des ouais, audits, qui aurait mm, hacké Kraken pour montrer, parce qu'il les mettait au courant qu'il y avait une faille depuis un moment, et puis Kraken réagissait pas. Et en mode white hat, on a hacké, et puis donnez-nous de l'argent. Donc j'ai pas trop compris, il faut que je dise tout ça, mais tu regarderas côté Kraken.
Ah bah, ouais, ouais, avec plaisir. Bah, tu vois, j'ai pas du tout suivi, donc ouais, effectivement, je vais regarder ça. Et en fait, pourquoi je te dis ça? Pourquoi je dis aussi Kraken? Parce que c'est le moins chiant à ouvrir les comptes. Ok, J'ai dû faire, quand même une dizaine d'allers-retours. Bon, tu vois, je suis comptable, normalement, c'est valeur sûre, un business qui est classique et pourtant ils m'ont quand même, posé beaucoup de questions, on a fait pas mal d'allers-retours, mais qui m'ont quand même ouvert des comptes. Alors que bah, Binance et compagnie, bah, c'est encore plus compliqué, tu vois, pour l'ouverture, parce qu'il y a tellement de passages de KYC à faire. mm, Donc ça, c'est la partie centralisée. Ensuite, bah, si tu es familier sur la partie décentralisée, donc en fait, souvent, c'est ce que je dis aux clients, toi, comment tu es à l'aise avec la crypto? Si c'est un gars qui est un fan de la crypto à titre perso, bah, tu vois, bah, en devoir de conseil, je lui dirais bien évidemment l'Epsan et tout ce que je viens de vous dire, mais tu sais pertinemment qu'il partira sur un DEX. Et donc là, bah, il utilise un wallet décentralisé, en fait, tout simplement, peu importe le wallet qu'il utilise. Et derrière, bah, tu as toute la gestion comme à titre pro que tu gères sur la partie DEX en fonction des blockchains que tu utilises. Bah, tu communiques la clé publique bah, au client et le client te paye dessus, en fait, tout simplement. Donc, sur la partie un peu les informations à mettre sur la facture aussi, c'est bah, tu, étant donné que tu fais ta facture, tu as une boîte ou tu es un entrepreneur français, ta facture, elle sera toujours en français ou peut-être en anglais, mais elle sera toujours libellée en euros. Et derrière, tu arrêtes une contre-valeur dans la crypto qui a été sélectionnée, si vous êtes mis d'accord sur une crypto. Et ensuite, tu indiques la clé publique sur laquelle il te verse les sous mm. et aussi la blockchain sur laquelle il te verse les sous. Parce que si, je sais pas si je te dis une connerie, si tu donnes une clé publique de Kraken et que tu lui demandes de verser sur Polygon et qu'il t'a versé sur autre chose, bah, tu risques de ne pas avoir en version centralisée. Alors que Mm. sur la décentralisée, bon, potentiellement, voilà, tu l'auras sans souci. Donc, il faut faire attention au fait qu'il faut que tu indiques la blockchain et la clé publique et la contre-valeur. D'une certaine manière, tu figes un peu la valeur au moment où tu as établi la facture et non et qu'il n'y ait pas de décalage entre le moment où tu as établi la facture et l'évolution du prix au moment où il te paye. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, tu vois, il ne faut pas que lui soit perdant dans l'histoire et que toi non plus, tu ne sois pas perdant. Au moins, la valeur est figée au moment où la facture est émise. Ok, ok, ok. Donc, et juste pour compléter, il y a un outil que moi j'adore justement et qui est aussi sur YouTube. Alors, je suis pas pareil, aucun sponsor et je touche rien du tout, mais c'est un outil que j'adore à titre perso et beaucoup de mes clients aussi l'utilisent. C'est Request Finance. Je ne sais pas si certains des auditeurs les connaissent. Je Et connais pas eux, du tout. typiquement, attends, je vais te mettre le nom parce que mon anglais, il est pas. Ouais, ouais, bah, j'ai trouvé Request Finance, je sais pas si c'est Ouais. ça, mais Et, plateforme. et typiquement, comment dire? Et typiquement, eux, en fait, tu as la possibilité d'éditer une facture directement sur leur outil, D'accord. de préparer la facture et en fait, ton client va recevoir un lien pour récupérer la facture et payer dans la crypto de son choix. Alors que toi, voilà, tu sélectionnes un peu les cryptos que tu souhaites accepter en paiement. Et en fait, le client, quand il va payer, il aura accès directement. Et tout est on-chain et c'est assez fluide. Après, bah, les gros classiques à mon pèlerin. En fait, moi, à titre perso, enfin, sur le cabinet, en sexe, j'ai Kraken. Et après, Mm. j'ai tout l'outillage à mon pèlerin et des wallets que j'utilise en fonction des blockchains, en fonction bah, justement des clients certains clients me payent, demandent, souhaitent à ce que je sois payé en crypto. Et donc, je peux pas refuser, enfin, je refuse pas parce que voilà, derrière, ça m'évite aussi de les mettre ensuite, de swapper du fiat en crypto pour pouvoir aller investir. Parce que, et pour revenir un peu sur le cas d'avant où je t'expliquais que bah, tout dépend de ton activité et du profil de crypto que tu as. Par exemple, dans la compta de mon cabinet, j'ai trois comptes différents. Enfin, j'ai deux comptes. Je ne fais pas du trading, hein, mais j'ai deux comptes pour des cryptos. J'ai du compte, enfin, j'ai des cryptos
en immobilisation parce que je ne vais pas du tout les toucher. Mm. Et j'ai des cryptos en cash, en équivalent de cash, parce que bah, je paye un certain fournisseur, j'accepte de recevoir des cryptos de mes clients ou alors c'est du placement court terme. Voilà. Ok, ok, ok. Il y a une question dans le chat et je vais l'embarquer avec une autre en même temps. C'est donc la question, c'est lorsque l'on reçoit un airdrop, si on swap en fiat juste après avoir claim, est-ce qu'il y a de la plus-value? Et donc comment on déclare un airdrop pour faire simple? Et en même temps, parce que je pense que c'est un peu le même lien. Imaginons que dans mon entreprise, j'ai un mineur et donc je mine du BTC ou je mine n'importe quoi. Je mine un actif que je génère. Et comment je déclare ça comme c'est pas une plus-value, mais c'est vraiment une obtention de nouveaux tokens? Ouais, alors il y a deux sujets. On va prendre le premier cas de l'airdrop. Aujourd'hui, en fait, juste pour que vous sachiez aussi, la dernière littérature en matière de comptabilité portant sur les cryptoactifs date de 2020 et concerne les ICO et les PSAN. Donc, tout ce qui date d'après 2020, bah, il n'y a aucune notion de comptabilité sur tout ce qui touche au airdrop, à la DeFi, etc. C'est que sujet à interprétation. Mais bon, après, avec plus d'une centaine de startups accompagnées, avec des échanges assez farfelus avec l'administration fiscale et certains contrôles fiscaux que j'ai pu avoir, sur la partie airdrop, aujourd'hui, c'est un revenu exceptionnel. Moi, je le traite, c'est mon interprétation. Donc, potentiellement, demain, un autre expert comptable qui est dans la crypto, qui manipule, pourrait avoir une autre interprétation. Donc, moi, niveau airdrop, je le traite comme du revenu exceptionnel. Si tu swaps en fiat et que si tu es en société, bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, bah, entre le moment où tu l'as perçu, ça a une valeur, et au moment où tu le vends aussi, il y a une valeur à la baisse ou à la hausse, bah, tu auras la plus-value qui va encore générer euh, du revenu complémentaire s'il y a une plus-value, typiquement. Donc, Mm. potentiellement un double revenu à générer au niveau de la comptabilité. Ok, ok, ok. S'il n'y a pas de swap, s'il y a pas de swap, pardon, dans tous les cas, il y aura quand même la comptabilisation de l'airdrop en tant que revenu exceptionnel et qui viendra s'ajouter aux autres revenus de la société. Et sur la partie mining, aujourd'hui, donc euh, là, c'est un peu plus clair. Enfin, c'est un peu plus clair. Pareil, il y a pas de sujet. L'autorité des normes comptables ne s'est pas positionnée. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les, comment dire, les sous que tu perçois du mining, les revenus que tu perçois du mining, en fait, sont comptabilisés au moment où tu les perçois. Et donc, tu as une valeur, par exemple, bah, on prend du BTC, tu reçois tous les jours ou toutes les semaines tes 0,00, je ne sais pas combien de BTC. Et donc, bah, ça, ton comptable, tu donneras ta clé publique et le comptable bah, viendra comptabiliser ton BTC. Et donc, ça, c'est du revenu financier parce qu'en face, c'est plus de revenus exceptionnels parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est récurrent. Donc, en comptable, ça change un peu. C'est quelque chose qui est récurrent et en fait, c'est corrélé potentiellement à quelque chose que tu détiens en actif. Si c'est voilà, si c'est du matériel que tu détiens qui te permet de faire du mining. Je sais Ok. pas si je réponds, si c'est clair ce que j'ai raconté. Si Si pour c'est ma clair. part c'est très clair. Je sais pas si le chat a des questions par rapport à ça, si tout a été compris. Mais pour ma part c'est très clair. Je vois l'heure qui passe. Moi j'ai dit toutes mes questions. J'en ai une qui m'est venue entre temps. Mais juste pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. De mon côté, j'ai plus qu'une dernière question en attendant que les gens en écrivent d'autres. Je me demandais, maintenant qu'il y a les ETF qui arrivent, est-ce que, donc encore une fois, tu fais pas de conseils, mais est-ce que c'est un produit qui semble intéressant pour toi, pour les clients qui veulent s'exposer aux crypto, ou il y a c'est tout aussi bien d'acheter du Bitcoin? Qu'est-ce que tu conseillerais en gros à quelqu'un qui souhaite s'exposer, même si tu ne fais pas de conseils ou tu peux pas trop en faire? Bah, ça dépend avec quelle casquette que tu Avec poses de une répondre. entreprise qui souhaite vraiment s'exposer à Bitcoin, Ah, bah, est-ce que le l'ETF est un produit intéressant ou autant s'exposer directement à Bitcoin pour une entreprise?
Alors, si je prends ma casquette de fanboy de la crypto, bah, je te dirais de t'exposer directement au Bitcoin. Et si tu es à l'aise et que si ton comptable est OK et que si ta banque ne t'embête pas. Maintenant, Mhm. si ton comptable n'est pas OK, tu n'y connais rien au monde des wallets et que tu veux pas que ta banque sache que tu désires du Bitcoin dans tes rêves les plus fous, Ouais, bah, le meilleur moyen, c'est de l'ETF. Voilà, tu vois, donc tu évites justement tous ces tracas euh, pour, euh, pour ces raisons-là. Et donc, bah, écoute, comment dire, la partie ETF est beaucoup plus facile pour le commun du mortel et pour les fanboys crypto, bah, je te dirais Bitcoin tout court, hein. ok. Non, c'est une très bonne réponse. C'est une très très bonne réponse. C'est deux produits différents qui ont deux marchés différents, on va dire. Donc, non, c'est le même marché au fond, mais c'est deux cibles différentes au sein du même marché. On a une question, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, j'ai une question sur l'imposition des stablecoins en France. Est-ce que ça changera ou est-ce qu'on restera tranquille avec nos beaux USDC sur la DeFi Forever? Bah écoute, c'est une question qui est encore en suspens, qui n'est pas Mm. répondue. Tout dépendra du sort qu'on veut bien donner au stablecoin de manière générale, au sens du MiCA. En fait, tu as déjà MiCA, et ensuite, il faut qu'il y ait une transposition de MiCA au niveau français. Donc, le temps que ça arrive, bon, on en a encore pour quelques années, hein. Euh, vous avez le temps de vous barrer pour ceux qui veulent rester forever sur les beaux USDC, quoi. Mhm. Oh bah j'espère qu'on va quand même pouvoir avoir un peu de liberté, surtout en DeFi, qu'on puisse être Ouais. tranquille. Non, non, mais C'est. ouais, bah, après, tu vois, enfin, il y a de plus en plus de complexité sur ce Mhm. sujet-là. Mais je pense que ouais, ça va être les stablecoins vont devenir un Mhm. gros sujet sur la partie justement DeFi et tout ça. Mais derrière, faut le voir aussi. Enfin, j'ai pas encore pris assez de recul sur le sujet, mais tu vois, typiquement, les stablecoins, pour si tu as des transferts internationaux, c'est ultra pratique. Pour Mhm. payer des gens, j'ai des clients qui payent des freelances en Argentine ou au Venezuela. En un clic, c'est fait, tu vois, Mhm. ça change juste la donne. Et en fait, c'est un vrai moyen de paiement. Donc, tu vois, s'il devient comme une devise, comme un dollar, ou etc., c'est pas plus mal d'un point de vue business, mais il faut qu'il modifie aussi un peu la fiscalité derrière et qu'il laisse un peu tranquille à tous ceux qui l'utilisent au quotidien pour d'autres raisons, tu vois. Donc, Mhm. il y a une double casquette à avoir, et bah, quel stablecoin va être dans quel cas, je sais pas. Tu vois, là, il y a beaucoup de sujets encore en suspens sur cette partie-là. Non, il y a des cas d'usage vraiment hyper intéressants. Je vois, j'ai une connaissance en Chine avec qui je parlais la dernière fois, et il me disait Ouais. que aujourd'hui, l'USDT est énormément utilisé en Chine pour le commerce international. C'est un peu compliqué d'ailleurs, c'est bancal. Il m'a expliqué, ils n'ont pas le droit de se procurer d'USDT en Chine, donc de s'en Ouais. procurer comme ça. Par contre, ils ont le droit d'utiliser pour le commerce international si c'est pour vendre des produits ou en acheter à l'extérieur. Et en vrai, c'est Ah ouais. tellement pratique par rapport à un virement bancaire envers la Chine. Ouais. Là, tu fais un transfert du SDT, ça te coûte 1 $, ça arrive en Mm. 15 secondes. Donc les stablecoins ont vraiment un très bel avenir dans les virements internationaux, c'est sûr et certain. Bah, tu parles de ça, mais tu vois, moi, je suis originaire de Madagascar. Ouais. J'ai dû envoyer des sous en urgence, bah, du coup, à Mada. Mm. J'ai utilisé justement les cryptos. Et typiquement, c'est un cas que j'explique souvent bah, pour parler de crypto. Ils me disent, mais à quoi sert la crypto? Bah, typiquement, c'est un exemple que je prends souvent, en fait, pour expliquer de manière simple à quoi sert la crypto, tu vois. Ouais, mais Et clairement, effectivement, les stablecoins, ouais, d'un point de vue business, ça va juste changer la donne, quoi. non, mais on se rend pas compte quand on n'y est pas exposé, mais si tu envoies à Mm. Madagascar, je connais pas la monnaie de Madagascar, mais faut que ta banque, ou que tu puisses te procurer leur monnaie, que tu puisses l'envoyer, ça va prendre C'est ça. 3 jours, 7 jours ouvrés, tu vas te manger 25 balles de frais grand minimum, alors Ouais, qu'un transfert de stablecoin, si tu passes sur une blockchain, peu importe la blockchain, en 5 ouais, minutes c'est transféré, ça te coûte 1, 2, 3 dollars à tout casser. C'est, exactement. non, non, il y a des très belles choses de ce côté-là. Et voilà pour grossièrement toutes les questions que j'avais. Est-ce que vous avez des dernières questions dans le chat ou non? Je pense qu'à 22h30 on va couper parce que ça fait déjà, on avait dit 22h mais ça fait déjà une belle émission. Donc si vous avez des dernières questions, posez-les, c'est le moment. Je sais pas si toi tu as des sujets que tu voulais évoquer ou Sen, des choses intéressantes que tu peux nous partager.
pour les gens qui écoutent. Donc, il y a beaucoup de particuliers, mais j'imagine qu'il y a des gens aussi qui sont peut-être en freelance ou des choses comme ça. Si tu as encore deux, Bah, trois petits conseils, n'hésite pas. en fait, en termes de conseils, non, mais voilà, n'hésitez pas. C'est ce que je disais. En fait, c'était une de tes premières questions et du coup, une de mes premières réponses, c'était enlever un peu ce flou, je sais pas, flou fantasme sur que comment je vais gérer la crypto d'un point de vue business. Acceptez-le. Investissez aujourd'hui. Il n'y a aucun texte qui vous interdit d'investir de la crypto en société. Mm. Par contre, c'est de la trésor excédentaire. C'est pas, tu t'amuses pas à te positionner sur 80% de ta trésor en crypto parce que, pareil, vous verrez dans certains interviews où je suis passé où j'explique que j'ai des clients qui ont fait des drops de NFT en Elrond au moment où ils valaient 400. Ouais, à belle Ils époque. ont, on devait faire du chiffre d'affaires, on devait déclarer du chiffre d'affaires, pardon, l'impôt sur les sociétés, de la TVA sur ce chiffre d'affaires, enfin sur ce Elrond qui valait 400, sauf qu'au moment où il fallait payer tous ces montants, le client en question était tellement Elrond Maxi que Oh non. il voulait pas les swapper. Sauf qu'au moment où il devait payer la TVA et l'IS, l'aileron ne valait que 50 ou 60 dollars, tu vois. Donc, il s'est retrouvé dans une difficulté euh, Ah là là, ultra, je sais pas ultra de quel merdique. projet tu parles et tu peux pas en parler, mais j'ai des petits noms comme ça Non, non, je peux, qui pop dans ouais, ma non, je peux tête. pas en parler, mais Mais c'est des. Non, comme je te disais, non, mais c'est sûr, t'as du secret c'est du professionnel et secret professionnel et on est une profession réglementée. Mais peu importe le projet, en fait, le message derrière, ce que je passe comme message, c'est qu'il y a un vrai money management à Mm. faire euh, quand vous gérez de la crypto sur la partie business, parce que en fait, en tant que business, vous avez des risques en faute de gestion et Mm. des risques du coup pénal. Ça peut aller jusqu'à, bon, dans les pires des cas, hein, à ma connaissance, il n'y a personne qui a eu ce cas, mais ça peut aller jusqu'à 375 000 euros d'amende et 5 ans de prison, en fait, tu vois. Mais ça, c'est des cas ultra chauds, tu vois. Non, et Et donc, clairement. en fait, voilà, il y a un vrai money management à avoir, mais aujourd'hui, voilà, ne vous bloquez pas. Si vous êtes des utilisateurs de la crypto à titre perso et que dans le cadre de votre business, vous avez une opportunité soit d'investir en crypto, soit de participer d'acquérir des SAFT, on n'a même pas parlé de ce sujet, tu vois. Tu peux investir en SAFT dans des projets, ça se gère comptablement. Participer à tout type de projet et derrière même accepter en tant que moyen de paiement ou alors investir, ça se gère. Maintenant il y a de plus en plus d'outils aussi qui existent pour pouvoir gérer ça et donc voilà, enfin je sais pas quoi Mm. d'autre ajouter Non, là-dessus. c'est très intéressant. Et juste l'acronyme SAFT que je connais pas, ça signifie? C'est Simple Agreement for Future Token. En gros, c'est des projets qui Ok. tu sais pertinemment qu'ils vont lancer des tokens dans le futur Mm. et en fait, qui financent un peu leur projet en pré-seed seed Mm. sous ce format-là. Tu vois, tu achètes un futur token qui va sortir. Voilà. Ok. Bah, une petite Ça question. existe énormément dans l'écosystème Web3 français et même US. Hein. Mais d'ailleurs, une aparté par rapport à ça, une question un peu indirecte, c'est, je sais que les projets en 2018, tout ça, se lançaient beaucoup et levaient beaucoup en tokens, donc vendaient purement des tokens à des investisseurs. Je parle de Ouais, VC en termes d'investisseurs, comme toi, tu as ce côté investissement, ouais. t'accompagnes pour les levées de fonds. Maintenant, de ce que j'ai compris, vraiment, les projets lèvent auprès de VC à peu près 50% en tokens, 50% en equity. Ça dépend peut-être des projets. Et est-ce que, du coup, les VC ou les gens qui investissent dans des projets s'orientent de plus en plus vers des actions, donc de l'equity, on va dire, plutôt que des tokens, parce qu'ils ont moins confiance en ce véhicule, tout ça? Tu as tous les cas de figure. En fait, tout dépend de quel type de VC tu parles, quel type de personne en face. C'est vrai que des VC qui ne sont pas familiers aujourd'hui préfèrent de l'equity. Il y Mm. a maintenant de plus en plus de mesures qui existent pour faciliter des levées de fonds en token de la part des VC. Et en général, ce qui se passe aussi, c'est que c'est des formats hybrides, c'est-à-dire qu'ils lancent qui mise sur de l'equity
mais ils te demandent une garantie que si demain comment dire, tu vas émettre un token, tu vois, qui n'est pas du tout dans le projet, mais potentiellement, comme ton D'accord. projet est similaire à un autre projet qui a lui lancé un token, nous, on veut profiter de ce futur token et que tu nous mets une garantie que tu nous donneras quelques tokens en contrepartie, tu vois. Ok, Donc, en fait, tu as ok. aussi ce format hybride qui existe, que ce soit en France ou aux US et même en Asie, hein. Donc, tu as tout type, tu as equity, tu as full equity, tu as 100% token et tu as également de l'hybride, comme ce que je viens de te dire. Et tu vois pas une évolution au fil du temps d'un. Enfin, c'est juste pour voir s'il y a un désintérêt des tokens pour les VC au profit de l'equity, ou si au final ça a toujours été comme ça, ils cherchaient un peu des deux. Non, alors moi je trouve que non, dans le sens où, bah, tu sais, contrairement à l'equity, Hmm. en tout cas, hein, c'est mon point de vue, le token reste quand même plus liquide Ouais, et que tu peux, enfin, malheureusement je le dis comme ça, mais que tu peux facilement dumper. oui, Euh, clairement. et donc, bah, vu au moment à laquelle ils rentrent, au valo qui rentrent, tu vois, ils dumpent assez facilement, tu vois, ils sont contents. Et j'ai pas le nom, mais il y a quelques, enfin, j'ai regardé quelques trucs là récemment. Bah, des instituts sympas français, ils ont fait le jour de la sortie un x4 x5, quoi, tu vois, Hmm. sans rien demander à personne, tu vois. Et donc, c'est de la liquidité facile à récupérer, sans que ça impacte non plus le marché, tu vois, sans que ça dump. Tu vois, tu prends ça discret, enfin, ils prennent ça discretos. Euh, Ouais, et bah, c'est vrai que c'est nous qui payons, en fait, ouais, le multiple est beaucoup plus simple à avoir et comme tu dis, enfin, la liquidité sur le marché, vendre ouais, 20% d'une entreprise, c'est beaucoup plus compliqué que vendre 20% des tokens alors que tu es en c'est DeFi, ça. t'es listé un peu partout. Ouais, Donc, exactement. ok, ok. Et, bah, toute dernière question, on finit là-dessus parce que l'heure tourne. Euh, c'est Manta qui nous pose la question. Est-ce qu'il y a des spécificités d'une chaîne ou autre où toutes sont traitées de la même manière? Donc, les blockchains, je pense. Est-ce qu'elles sont toutes traitées pareil comptablement, fiscalement, ou il y a des spécificités? Non, elles sont toutes traitées, bah, comme je disais, hein, en fait, aujourd'hui, il y a pas de différence en matière de blockchain ou de token. Donc, tout est traité de la même manière. En fait, bah, oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça sur l'aspect aussi conseil, mais ce que je vous recommanderais aussi, c'est d'avoir un wallet par blockchain. Et tu vois, même pour moi, ce que je préconise surtout sur la partie business, c'est que tu peux avoir un 0x, un EVM wallet compatible, mais Mhm. quand tu vas sur D-Bank et que tu regardes la clé publique du client en question et que tu découvres, au final, il t'avait parlé juste de l'Ethereum et que tu te retrouves avec 15 15 Ouais. sidechain ou blockchain compatible EVM, tu te dis, ah ouais, merde, mais en fait, il m'avait jamais parlé de ça. Mhm. Et donc, moi, ce que je préconise, c'est que dans la mesure du possible, essayer de euh, casser, en fait, d'avoir un wallet, une blockchain, même si c'est EVM, tu vois. Et aussi essayer typiquement, de séparer un peu les wallets par nature. Ce qu'on ne fait pas forcément à titre pro, hein, tu vois, ce que je vous dis là, je ne l'applique pas forcément à titre perso, tu vois. Mais sur la partie pro, c'est comme ça que je recommande. Après, à vous de choisir ou pas. Enfin, j'ai des clients qui suivent ce que je dis, d'autres, ils me disent non. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, c'est eux qui ont le dernier mot. Mais en gros, bah, séparer aussi un peu les wallets par nature, dans le sens où si tu as un wallet pour de l'investissement, bah, tu le mets de côté versus un wallet qui te sert pour payer des factures de tes freelances, Mhm. versus un wallet qui est géré que pour recevoir tes clients, tes virements de tes clients, en fait, tu vois, donc séparer un peu par nature, quoi. Ouais, ouais, c'est bah, toujours être sage, sécuriser les choses. Et du coup, j'avais dit dernière question, mais encore une toute dernière très rapide qui est dans le même sujet. Pour le stockage, donc on a parlé de la crypto, tout ça pour les clients. Mais c'est vrai que des clients Ouais. qui se lancent dans la crypto, comment tu leur conseilles de stocker des phrases de récupération? Parce que c'est des choses qu'on n'a pas dans le monde classique et qui sont quand même hyper importantes, surtout pour des entreprises. Ouais. Bah, en fait, quand c'est des gens qui sont pas du tout familiers du monde de la crypto, c'est une question qui se pose pas parce qu'ils Ouais. vont soit vers les PSAN, soit vers les SEX.
Ouais. Et à part l'identifiant et le mot de passe, il n'y a pas de sujet. Après, le sujet de la phrase de récupération, elle vient surtout par des pure players Web3 qui sont habitués des cryptos à titre perso. Et en fait, la question surtout se pose quand, par exemple, la boîte, elle grossit trop et que tu as une secrétaire qui va s'occuper du paiement des factures, qui s'occupe, ou tu as un DAF qui gère, tu vois, un wallet en question. Donc là, en fait, en fonction de la situation, ton discours s'adapte et tu as des solutions, tu vois, avec les safes pour gérer Mm. la partie paiement, et pour la phrase, en fait, bah, tout simplement, en bonne recommandation, tu mets pas, tu les découpes. En gros, moi, ce que je dis souvent, c'est que tu les découpes et tu les mets à différents endroits sécurisés, de préférence en dehors de ta boîte et aussi en dehors de chez toi, en fait, tout simplement. Voilà. Ok. Non, bah, conseil de sage, très bon conseil. Et c'est très bien. Et c'est vrai, comme tu dis, la plupart des gens vont rester sur un exchange centralisé. Et ceux qui maîtrisent le Ouais. Web3, bah, le maîtrisent déjà. Et puis, simplement rappeler les petits conseils. Mais Yes. voilà. Donc c'était top. On arrive au bout de ce call. Il est déjà 22h35. Donc, on a fait un peu plus long de prévu, mais on fait toujours un peu plus long de prévu chez les Diggers. Merci beaucoup à toi. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, du coup. Non, bah écoute, pas plus. J'espère que bah, les gens, enfin, que ça a servi aux personnes qui nous écoutent et bah, à ceux qui vont regarder en replay. Mm. En tout cas, j'ai pris un plaisir et encore merci, merci d'avoir géré ça, Matt, et franchement, top pour tout ce que vous faites. Même si j'arrive plus à suivre comme avant, c'est toujours un plaisir de voir tout ce qui se passe chez vous et donc continuer comme ça aussi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir. T'as hyper bien vulgarisé les choses. Il y a quelqu'un qui l'a même dit dans le chat là, que t'as été très compréhensible. On a abordé plein de sujets. C'était super intéressant. J'ai appris plein de trucs, même sur la gestion des particuliers. Comme t'as exprimé au tout début, il n'y a pas que la flat tax. Au final, il y a d'autres choses à savoir. Donc voilà, c'était vraiment super. Je vous invite à suivre Houssen sur LinkedIn, sur Twitter. T'as peut-être d'autres réseaux, mais en tout cas, suivez-le sur ces réseaux-là. Je pense que des gens te contacteront parce qu'il y en a plusieurs qui étaient intéressés pour comprendre deux, trois choses. Merci à Yes. toi. Moi, je vais couper l'enregistrement et puis je vous le mets sur YouTube dès, je pense, demain matin. Il sera mis sur YouTube. Voilà, c'était super. Passez une bonne soirée tout le monde. Et on se revoit très vite pour les prochains lives, pour les prochains calls communautaires comme ça. Merci à tous. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.